Annoncé pour le 9 septembre 2023, le conclave du Bloc républicain s'est tenu ce samedi. C'était un congrès extraordinaire qui a réuni au Palais des Congrès les responsables du parti BR ainsi que les militants venus de l'ensemble du territoire national. Autour de leur président, le ministre d'État Blaise Biotchané, que se sont-ils dit concrètement? Pourquoi le mot fort remobilisation choisi comme thème pour animer ce congrès extraordinaire? Quelles sont les grandes recommandations issues de ces assises? Voilà autant de questions que nous allons essayer de décortiquer ce dimanche sur Zone Franche, votre émission dominicale avec Joseph Amavi Anani. Il est le vice-président chargé des affaires administratives et électorales au sein du bureau exécutif national du Bloc républicain. Monsieur Anani, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter l'invitation de venir sur Zone Franche. C'est toujours un plaisir. Je profite pour saluer tous les téléspectateurs de Canal 3. Je n'oublie pas spécialement les membres du Bloc républicain. Nous allons échanger pendant 1 heure. L'exercice, on le fera avec Wahab Alikpara, mon collègue. Wahab, bonjour. Franck Arounou, bonjour. Amavi Joseph Anani, bonjour. Bonjour, Franck. Eh bien, merci pour votre disponibilité. Hier, samedi, comme le disait Franck Arounou tout à l'heure, votre parti a décidé d'un congrès extraordinaire. Quelle est l'opportunité de cette rencontre? Merci beaucoup. Vous savez, le Bloc républicain regorge de beaucoup de potentialités. Il y a beaucoup de personnalités qui militent au sein du Bloc républicain. Mais voyez-vous, au sorti du congrès du 8 décembre 2018, le congrès a décidé que le bureau politique devait être composé de 59 membres. Donc les personnalités étaient élues à cette date-là. Mais au cours de l'exercice, c'est avéré que certains se trouvent oisifs parce que n'ayant pas une responsabilité directe donc au sein donc, du parti, nous avons plusieurs ministres, nous avons des députés qui sont élus. En 2019, nous avons eu 36 députés, à peine une dizaine membres donc, du bureau politique. Or, ceux-là jouent un rôle capital au sein du parti. Il y a également des maires qui sont élus, qui ne sont pas également membres du bureau politique. D'autres personnalités, beaucoup plus, qui sont également membres des institutions qui sont là, qui ne sont pas exploitées. Donc, nous sommes sortis des élections législatives de 2023. Et il y a eu encore un peu de tiraillement. Je crois que c'est l'instant maintenant, le moment opportun pour relancer donc la remobilisation. Et pour favoriser cela, il fallait aller au Congrès pour pouvoir toucher les tests. Parce qu'on ne peut pas toucher les tests sans avoir été au Congrès. D'accord. Alors, vous êtes allé au Congrès, vous avez touché les tests. Qu'est-ce qui a changé concrètement à l'intérieur des tests en question? Et fondamentalement, il y a eu quelques modifications, notamment au niveau de la composition du Congrès. Vous voyez, le Congrès est l'instance suprême de décision donc, du Bloc républicain. Et c'est là, tous les militants se réunissent pour décider de la vie donc, du parti pour les 4 ans à venir. Alors, on a élargi les membres de ce congrès-là à certains ministres et députés et d'autres personnalités que je viens de dire tout à l'heure. Également, on a donné une part belle aux femmes parce que le Bloc républicain, c'est un parti donc, des femmes, c'est le parti également des jeunes. Un quota a été accordé pour renforcer donc, le dynamisme de ce parti-là. Oui, donc c'est cela. Et puis, il a été décidé désormais avec la nouvelle constitution et puis la charte des partis politiques que c'est au niveau, par exemple, à ce niveau-là, qu'il faut élire le président et les 8 vice-présidents. Vous voyez, le Congrès élit seulement le président et ses les vice-présidents. Les 8, ils sont au total 8. Et le reste sera élu par le bureau politique. Le bureau politique pour constituer le bureau exécutif national. C'est ça la modification majeure qu'il y a eu au niveau donc, du Congrès. Maintenant, au niveau donc, du bureau et du Conseil national, avant le Conseil national était limité à quelques nombres, on a également élargi pour permettre l'éclosion, pour permettre la participation active de tout un chacun. Et donc, à ce niveau-là également, il y a d'autres charges qui ont été accordées au Conseil national, et comme quoi, par exemple, que c'est le Conseil national qui désormais investit le duo de candidats aux élections présidentielles. Avant, c'était le Congrès qui était investi donc de cette compétence-là, mais désormais, on a estimé que le Conseil national est suffisamment large, suffisamment représentatif pour pouvoir jouer
fondamentalement ce rôle-là. Alors, Monsieur Anani, dites-nous, on avait entendu entre-temps de secrétaire général national, on est passé à président du parti. Quelle différence il y a eu entre ce qui s'était passé et ce que vous avez fait hier samedi? Merci beaucoup. Ça fait partie donc des réformes, des modifications que nous avons apportées au test. Le congrès de décembre 2018 a estimé qu'il fallait appeler le premier responsable du parti, secrétaire général national, c'est qu'on a appelé jusqu'au 9 dernier, mais il arrive que les gens fassent un peu de confusion. Il fallait clarifier les choses et garder le thème auquel tout le monde est habitué, comme quoi le président, donc qui est le premier responsable de l'institution. C'est comme ça, nous sommes passés du secrétaire général national du parti au président, n'est-ce pas, du parti. Donc c'est le premier responsable donc, du parti Bloc républicain. En résumé, c'est juste un changement de forme. C'est un changement de forme en ce point-là. D'accord. Alors, on va faire un tout petit pas en arrière. Dans votre première prise de parole tout à l'heure, vous avez dit qu'au lendemain des élections législatives de 2023, il y a eu quelques tiraillements, sans doute des mécontentements également, puisqu'on se souvient qu'il y a eu des voix pas négligeables au sein du parti qui avaient même réclamé la démission du patron du parti. Je fais allusion donc au président Abdoulaye Biotchani. Vous parlez également de ce qu'au sein du parti, il y en avait qui étaient loisifs. Est-ce à dire que la correction ou les questions, la retouche que vous avez apportée au test, n'est-ce pas, a permis de corriger tous ces problèmes que vivait le parti en son temps? Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, si vous avez des potentiels qui sont là, qui sont inexploités, hein, quand les gens ne sont pas suffisamment occupés, ils vont utiliser l'énergie qu'ils ont à autre chose. Et c'est ce qui fait que nous avons constaté ce que vous venez de dire là, qui est normal, hein, ça participe de la vie du parti politique. Ça montre qu'au sein du Bloc républicain, c'est la démocratie, c'est le pluralisme, l'expression est libre, pourvu que nous respectons les tests fondamentaux que nous nous sommes donnés. Et là, vous allez voir que désormais, le bureau politique, par exemple, est élargi jusqu'à près de 300 personnalités. Avant, ce n'était que 59. Vous voyez? Donc, on a pris en compte les personnalités à différents niveaux pour que à chaque instance, donc, les gens soient représentés. À chaque niveau, que les gens soient représentés. Donc, les membres du bureau politique sont sélectionnés un peu partout, sur toute l'étendue du territoire national, pour que à chaque niveau sur le territoire, que le parti soit effectivement représentatif, pour pouvoir permettre la cohésion, pour permettre l'unité, afin que les défis qui s'annoncent puissent être affrontés avec paisiblement, avec sérénité. Alors, parlons de représentativité. Hein. Il était annoncé que des responsables au niveau décentralisé fassent leur entrée, ainsi que des jeunes et des femmes. Quel est actuellement le nouveau visage, la nouvelle nomenclature que présente le bureau politique national? Comme je l'ai dit tantôt, le bureau politique national comprend près de 300 personnalités. C'est ça. Et après le bureau politique national, il y a le bureau exécutif national. Et le bureau exécutif national, lui, il est de 53 membres. Et au sein du bureau exécutif national, vous savez, 53 personnes ne peuvent pas être véritablement opérationnelles. C'est pour cela que le Congrès a estimé qu'il faut une instance opérationnelle composée de 9 membres, donc qu'est le président donc, du parti, en la personne du ministre d'État Abdoulaye Biotchani, et les 8 autres vice-présidents. Donc ce sont ces personnalités-là qui constituent, n'est-ce pas, le secrétariat exécutif qui met en œuvre les décisions depuis prises par le Congrès, ensuite les décisions du Conseil national et aussi et surtout les décisions du bureau politique. Donc voilà, et jusqu'à élargir aux décisions du bureau exécutif national. Oui, amusons-nous un peu à jouer avec les chiffres. Combien de maires ont fait leur entrée? Combien de ministres, combien de jeunes, puisque vous avez dit que vous avez accordé de place aux jeunes, combien de femmes également? Oui, ça fait partie des modifications majeures dont je viens donc de parler. Et si vous voyez la composition des membres du bureau politique, puisque les gens sont désignés escalités. C'est ça. Sont désignés escalités, c'est déjà défini. Si bien que vous vous retrouvez dans cela, vous savez d'office que vous êtes membre du bureau politique. Il y a les ministres qui sont membres. Il y a les députés, tous les députés sont membres du bureau politique. Tous les maires élus, Bloc républicain, sont membres du bureau politique. Le premier responsable de l'organisation de masse, tel que
l'OFR, l'Organisation des femmes républicaines, et également l'organisation l'OJBR, ouais. donc l'Organisation des jeunes blancs républicains. Ces premiers responsables de ces organisations sont d'office membres du bureau politique et également membres du bureau exécutif national. Donc, et des personnalités qui sont désignées en fonction des services qu'ils ont rendus pour la construction du parti. Donc, ces personnalités-là également sont membres du bureau politique. C'est ça qui a fait que le nombre est allé jusqu'à environ 300 pour permettre à ce que tout le monde se retrouve et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir atteindre les objectifs que le parti nous a assignés. Alors, M. Joseph Anani, quand on consulte aujourd'hui le carnet de santé du parti Bloc républicain, on trouve quoi? Comment se porte le parti? Le Bloc républicain est sorti de ce congrès d'hier, 9 septembre 2023, ragaillardi, renforcé et prêt à affronter les défis qui s'annoncent devant nous. Le parti, vous savez, après ce que vous venez d'énoncer tout à l'heure, les petites frustrations, mécontentements, j'allais dire. Vous les trouvez petites, vous semblez banaliser les choses. Je ne banalise pas, parce que nous savons trouver les solutions qu'il faut à nos problèmes, au niveau qu'il faut. Et c'est pour cela que vous avez constaté qu'il y a eu de la calmie. Nous sommes allés discuter. Au Bloc républicain, on discute. Ce n'est pas un club d'amis où tout est parfait, non, justement. Donc, on discute. Et que l'essentiel pour la vie du parti, pour le développement du parti, on les arrête. Et donc, on va à la tâche immédiatement pour mettre en œuvre. Donc, suite à ces mécontentements, donc il y a eu plusieurs instances de discussion et finalement, c'est ça qui a accouché aussi donc des réformes dont je viens de parler, ce que les uns et les autres ont soulevé, qui sont jugés pertinents, on les a intégrés pour pouvoir permettre le vivre ensemble. Alors, c'est vrai, on vous constate ce que vous avez dit, mais il n'en demeure pas moins que le Bloc républicain n'a pu lever que 28 sièges. Partageant le même effectif que les démocrates au Parlement. Vous en avez discuté. Qu'est-ce qui est désormais retenu au niveau donc de cet aspect-là pour mieux affronter les défis politiques qui se dressent devant vous? Merci. Donc je reviens un peu sur ce que je viens de dire. Cette contre-performance que vous venez d'évoquer tient lieu de ce que nous venons de dire tout à l'heure, qu'il y a des personnalités donc du parti qui ne se sentent pas totalement impliqués comme ils l'auraient voulu, et donc il faut désormais les responsabiliser afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça qui a fait que nous avons élargi nos instances, pour élargir la base, pour remobiliser en fait. Quand nous parlons de remobilisation, c'est à ce niveau-là. Quand vous responsabilisez les gens, ils se trouvent quand même un peu plus considéré, il sait qu'il a obligation de résultat, il met à fond le travail qu'il doit faire, plutôt que de dire, bon, vous êtes juste membre, vous êtes là, ça ne permet pas de très bons résultats. C'est ça qui a fait surtout que nous avons constaté ces contre-performances-là, parce qu'il y en a aussi d'aucuns qui disent que leur positionnement sur la liste n'était pas ce qu'ils auraient voulu. Tout cela jouait contre le Bloc républicain. Sinon, le résultat que nous avons eu dernièrement, en fait, ça ne reflète pas donc, la force de frappe du parti exactement du Bloc républicain. Désormais, ça fait partie du passé et le Bloc républicain prend son envol. D'accord. Est-ce que vous avez travaillé à ce que peut-être les critères de positionnement et autres soient revus de manière à ce que les défis dont parlait tout à l'heure Franck Arounou, les défis qui se dressent devant vous, vous puissiez les affronter avec sérénité? Évidemment, dans nos tests... Parce que les mécontentements n'ont vraiment pas manqué au lendemain de ces élections. Vous savez, partout où il y a sélection, on ne peut jamais contenter, on ne peut jamais satisfaire à 100% tout le monde. Mais il y a un minimum de critères qui existent. Dans nos tests fondamentaux, il y a les modalités de désignation des candidats aux différentes élections. Et ces modalités-là sont claires pour dire qu'il faut désigner les candidats dans l'objectif à ce que le parti gagne. C'est la priorité. Maintenant, le reste, les responsables aviseront pour voir comment faire pour que le groupe soit uni, pour pouvoir décrocher le maximum de sièges possible. Voilà, nous allons aborder le deuxième axe de nos discussions ce matin sur Zone Franche. Remobilisation, c'est un mot assez évocateur, assez éloquent. Pourquoi remobilisation? Cela voudra-t-il dire qu'au lendemain des élections, les militants étaient, disons, dispersés, un peu fragilisés, pas trop compacts pour rendre le bien, pour faire du bien un vrai bloc, c'est ça?
Oui, bien sûr, parce que au lendemain donc, de ces élections, les membres, même les responsables à certains niveaux, sont quand même déçus du résultat que le BR a affiché. Et donc, il fallait creuser pour voir là où nous avons trébuché, oui, remédier à cela, afin que nous repartions sur de très bonnes bases, pour qu'à l'avenir, ce qu'on a vécu en 2023 ne se répète pas. Et vous avez bien noté là, vous avez trébuché? Bien sûr, on a énuméré, donc on a fait, il y a eu à différents niveaux, le parti a recommandé au niveau de chaque circonscription, au niveau de chaque circonscription, qui vous suivent et qui n'ont pas eu la chance d'être au congrès ce samedi. C'est ce que je vous dis tout tantôt, en vous disant que la frustration est née donc des positionnements, parce que autant que nous sommes, vous savez, le Bloc républicain regorge de beaucoup de personnalités, hein? Donc le reste maintenant, il faut arbitrer pour pouvoir permettre un positionnement qui donne plus de chances donc, au parti de gagner. Mais au sorti, évidemment, nous sommes humains, certains estiment qu'ils ne sont pas bien logés, et il va falloir, n'est-ce pas, revoir ça à l'avenir. Et pour manifester ça, certains sont restés bras croisés, et mieux, il y a un terme qui est évocateur dans une circonscription du pays qu'on appelle autogol. Oui. Donc il y en a, on en a connu cela, c'est-à-dire que les gens jouaient contre leur propre camp. Oui. Il y a eu ça. Toujours pour manifester le mécontentement afin que le parti reparte sur de très bonnes bases à l'avenir. Et c'est ça, là, tout ça là a été pris en compte. Et on ne sera jamais parfait, hein, mais je crois que l'essentiel est corrigé et chacun se retrouve. Voilà. Et dites-nous, quelle sera désormais la stratégie? Parce que remobilisation, ça suppose qu'à la base, on fait un travail pour associer, un travail participatif pour associer tout le monde à la gestion du parti, pour associer tout le monde aux décisions que prend le parti. Quelle est désormais votre stratégie pour régler tous ces petits détails? La mobilisation, c'est d'abord la base, essentiellement la base. Mais il faut une organisation du sommet. Et c'est pour cela que nous sommes allés au Congrès. Après le Congrès, il y a le bureau politique qui est sorti, n'est-ce pas? Donc, et aujourd'hui, nous avons aussi un bureau exécutif qui travaille sur comment il faut mettre en œuvre les activités du parti au niveau de nos quartiers, au niveau de nos villages, hein, au niveau de nos arrondissements, des communes, etc. C'est pour ça là que ces instances-là, nous les avons baptisées les instances décentralisées du parti, c'est-à-dire qu'au niveau du village ou bien au niveau du quartier de ville, c'est les cellules, hein, donc les cellules, et au niveau donc de ces quartiers-là, il y a un bureau constitué de 29 membres et c'est eux qui animent la vie au niveau donc de leur quartier, au niveau donc de leur village, à travers des activités multiples, multiformes. Ils peuvent par exemple décider de nettoyer la place publique, ils peuvent par exemple décider d'organiser des matchs de football, de pétanque, que sais-je encore, pour faire parler de leur parti de très bonnes actions qui attirent, n'est-ce pas, la population et donnent de raison à ce que les gens décident d'aller au Bloc républicain. D'accord. Vous travaillez à être compact. Vous vous remobilisez. Qu'est-ce que vous visez exactement? Eh bien, un parti est là pour animer la vie politique, pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Donc, c'est l'objectif. Ça fait partie des objectifs principaux du Bloc républicain. Le Bloc républicain est né pour conquérir et gagner et exercer le pouvoir d'État. D'accord, vous envisagez sans doute 2026, puisque les prochaines élections, n'est-ce pas, sont prévues en 2026. On aura les élections générales, on parle donc des élections communales, l'élection présidentielle et donc les élections législatives. Comment vous vous sentez sur l'échiquier politique avec d'autres partis de la mouvance et les partis de l'opposition? Comment vous vous sentez? Le Bloc républicain est tout à fait à l'aise parce que nous nous connaissons. Nous savons là où nous avons des points de faiblesse, nous les avons énumérés et nous réfléchissons donc au mécanisme pour remonter la pente. Donc nous sommes tout à fait à l'aise. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs le congrès que nous venons de faire pour que les tests permettent à ce que nous soyons beaucoup plus ouverts. Vous voyez, on avait limité les instances à des niveaux donnés. Vous savez, quand vous militez et que vous n'êtes pas à un certain niveau, on n'est pas toujours apte à répondre tel que cela se devait. Et donc, on a pu trouver le mécanisme pour pouvoir cadrer tout un chacun de nous afin que les gens puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, le Bloc républicain se prépare sereinement. Se prépare sereinement. Et pour le moment, nous faisons ce que nous devons faire pour ancrer le parti au niveau de nos quartiers, au niveau de nos villages, de nos communes, etc.
le reste, au fil du temps, c'est sûr. Vous ne vous sentez pas influencé par la présence, par exemple, du parti Les Démocrates, du parti FCBE, qui sont les partis de l'opposition? Il y en a encore d'autres. Vous ne vous sentez pas influencé par un autre grand parti qui est là? Je fais allusion à l'Union progressiste, le Renouveau. Il y a Moël Bénet, en tout cas d'autres partis de la mouvance également. Vous semblez être vraiment à l'aise alors que chacun se bat sur le terrain. Or, plus il y a d'aspirants, plus les chances s'amenuisent. Non, c'est une réalité que nous ne sommes pas seuls sur le terrain, qu'il y a d'autres forces politiques qui envisagent les mêmes choses que nous. Et donc, c'est une concurrence, c'est une compétitivité. Et nous sommes prêts, nous nous battons, nous nous préparons pour cela. Donc, nous n'avons pas à craindre à nous battre pour pouvoir arracher ce que nous avons décidé pour le parti. Donc, nous reconnaissons leur résistance. Ils sont là, ils côtoient, ils circulent autant que nous. Donc, chacun est sur le terrain. Le jour J, c'est la population qui décide du meilleur joueur qui mérite donc le trophée. Allez, avec votre frère Siamois, je veux parler de l'UPR, même si certains s'accordent à ne pas le reconnaître. Comment ça va se passer sur le terrain? Parce que vous visez pratiquement les mêmes objectifs. Si vous vous remobilisez et vous ne comptez peut-être pas avec l'UPR, est-ce qu'il n'y aura pas un peu de difficulté sur le terrain pour 2026? Le Bloc républicain est un parti à part entière. C'est un parti dont je vous ai dit tout à l'heure ses objectifs. Oui. Le Bloc républicain est un parti de la mouvance présidentielle. Ouais. À ce titre, nous travaillons de concert avec les autres partis, donc qui se reconnaissent également de la mouvance présidentielle. Ça, le problème ne se pose pas. Mais quand il s'agit donc des moments de compétition, il s'agit des élections, chaque parti regarde sa direction. Bonjour, la guerre fratricide, on ne se fait plus de cadeaux. C'est une compétition. Une compétition, ce n'est pas une guerre. Oui. Ce n'est pas une guerre. Nous sommes tous des Béninois. Nous devons travailler à œuvrer pour le développement donc, de ce pays, à prendre en compte les préoccupations légitimes de nos communautés à la base. C'est cela. Donc, c'est le meilleur parti qui aurait présenté un bon candidat, un parti qui aurait présenté un meilleur projet de société, c'est à cela. Parce que désormais, les Béninois commencent à s'habituer à ce que nous appelons projet de société. Oui. C'est surtout là. Et la manière dont nous aurions défendu nos projets de société, c'est ça qui va faire que les gens préféreront le Bloc républicain à beaucoup plus d'autres partis. Et vous savez qu'aujourd'hui, le Bloc républicain a à sa tête un cadre émérite, et le ministre d'État Abdoulaye Tchané. Oui. On reconnaît ses compétences, sa gestion. Voyez-vous, c'est des points de bonus pour le Bloc républicain. Et ceux qui veulent la bonne gouvernance, ceux qui veulent la bonne gouvernance, ils se retrouvent aisément, n'est-ce pas, au niveau donc, du Bloc républicain. Tout ça là, ça fait des raisons pour lesquelles les gens doivent... D'accord, la coposerie avec l'Union progressiste, le Renouveau, comment vous la gérez concrètement? Parce que ça fait plusieurs consultations électorales auxquelles vous deux avez participé, mais c'est toujours l'Union progressiste, le Renouveau qui vient en tête. Jusque-là, mais l'avenir nous dira le reste, parce que je vous dis que le Bloc républicain, c'est un parti de type libéral. Et nous, c'est le libre échange, libre initiative que nous prenons au niveau... C'est toujours le même message que vous passez, mais vous ne semblez pas être écouté par la majorité. Bien sûr, avec le temps et avec les stratégies que nous mettons en œuvre désormais, les gens de plus en plus sont en train de comprendre et le rang, n'est-ce pas, du Bloc républicain ne cesse de grossir. Si vous regardez les chiffres, parce que les gens se trompent souvent, quand on regarde que le résultat, quel nombre de députés ils ont eu, les gens s'arrêtent là. Mais quand vous regardez les chiffres au niveau du nombre d'électeurs, du nombre de citoyens ayant souscrit pour le Bloc républicain, ce n'est pas loin. Aller sur la différence. Combien d'élus locaux vous avez aujourd'hui, combien de mairies contrôlez-vous aussi? Oui, le Bloc républicain. Sur ce terrain aussi. Bien sûr. Donc, c'est des chiffres qui sont connus depuis. Le Bloc républicain a environ 26 maires. Et près de 500 et quelques conseillers communaux qui sont sortis donc des urnes. Mais là, ça ne suffit pas. À chaque élection, c'est la réalité. Nous travaillons pour améliorer ces chiffres-là. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Mais ce que je vous dis, qui marque notre différence fondamentalement, nous, on veut apprendre aux jeunes. On veut apprendre aux jeunes à pêcher.
on veut leur apprendre à percher, plutôt que donc de servir tout le temps de poisson à ces jeunes-là. Parce qu'il faut que les jeunes se prennent en charge. Ça, c'est les leitmotiv. Vous connaissez un parti politique qui le fait actuellement? Parce que les choses ont changé depuis, disons, 2016. Hein. On a, la façon de faire la politique aujourd'hui n'est pas la même chose qu'il y a, par le passé. Il y a 10 ans. Hein. Merci de le reconnaître, qu'à chaque niveau, les gens... Puisque vous en parlez, est-ce qu'il y a un parti actuellement qui le fait? Je vous dis ici ce que nous faisons au niveau du bloc républicain. D'accord. Ce que nous faisons au niveau du bloc républicain. N'allons pas aller regarder dans les armoires des autres. Nous disons ce que nous faisons pour pouvoir impacter les populations à la base et donc attirer leur attention pour qu'ils nous accompagnent. Allez, il y a une étiquette qui est collée au bloc républicain, celle d'être plus représentatif dans la partie septentrionale du pays que dans le sud. Qu'est-ce qui... Enfin, quel est votre avis sur la question? Ça fait rire quand on entend ça. Ça fait vraiment rire. Je me rappelle bien, quand même, j'étais maire, quand j'exerçais en qualité de maire dans ma commune. On disait que... Vous parlez de la mairie d'Atiémé. Exactement. On dit, mais la mairie d'Atiémé, c'était l'arrondissement. Parce que le maire vient de cet arrondissement-là. Donc on dit, tout va dans l'arrondissement-là, alors que les réalités sont là. Et mieux, ce ne sont pas les populations qui disent ce genre de choses-là. C'est nos rivaux. Ce sont les hommes politiques de ce pays. Il fallait trouver des mots pour pouvoir tromper la vigilance des populations. Ce n'est pas une bonne stratégie que de ne pas dire la vérité. Voyez-vous, c'est ça, ces mots-là que les gens utilisent. Parce qu'aujourd'hui, il se trouve qu'à la tête du bloc républicain, c'est un citoyen, cadre émérite, qui vient du septentrion. Très tôt, il fallait donc dire ces genres de choses pour dérouter les communautés à la base. Mais les gens ne se trompent pas. Si vous regardez les chiffres, il y a beaucoup plus d'élus au sud que dans le septentrion au niveau du bloc républicain. C'est ça. Ça, c'est la réalité, ça. C'est la réalité. Qu'est-ce qui justifie cela? Je vous ai dit, c'est les hommes politiques qui inventent des choses. Qui inventent des choses pour pouvoir dérouter, pour pouvoir tromper la vigilance des populations. Mais les gens sont prêts. Les populations là sont aujourd'hui éveillées. Les populations... Et que faites-vous justement pour corriger, pour corriger ce regard qu'on porte sur votre parti? Si vous regardez par exemple la composition du bureau politique, je n'ai pas la liste ici pour vous lire, on l'a lu hier au Congrès. Si vous regardez la composition du bureau exécutif national, si vous regardez la composition donc, du secrétariat et exécutif du bloc républicain aujourd'hui. On trouve les 4 coins du pays dedans? Tout le monde. Il n'y a pas cette raison. Non, le problème, c'est même pas au niveau des élites, au niveau de vous qui êtes aux instances dirigeantes. C'est à la base que le débat se mène. Et je demande, mais qu'est-ce que vous faites pour, disons, pour corriger ces genres d'appréciation, surtout à la base? C'est la communication. Le discours que vous tenez à l'endroit donc de vos militants pour que cette lecture, cette analyse, pour ne pas dire cette appréciation qu'on a du parti bloc républicain puisse changer. On vous accuse d'être un parti essentiellement casé dans le Nord. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'on ne dit pas la même chose de certains aussi? Comme? Mais quand on dit que telle est la tête de telle zone, je vous ai dit c'est comme ça. Hein? Au niveau du bloc républicain, je vous dis, hein, il faut apprécier les choses en prenant les chiffres. Il faut aller aux chiffres pour pouvoir apprécier. Combien de militants votent pour le bloc républicain dans chaque zone? Quand vous regardez ça, ce débat-là, vous comprendrez facilement que c'est un débat qui est mené par les politiques. Ce débat n'impacte pas la population à la base. On entend ça. Nous-mêmes, on entend. C'est vrai ce que vous dites, ce que les gens racontent, mais ce n'est pas la réalité. Et la population fait la distinction. Monsieur Joseph Padani, on va vous amener sur un chantier, celui d'apprécier la réforme du système partisan à l'heure actuelle. Oui, merci beaucoup. Vous savez, ça, je crois que nous l'avons tous reconnu. En dehors de tout ce que nous voyons comme réforme, en dehors de la construction des routes, en dehors de l'asphaltage, les résultats patents que nous constatons ici, là, cette réforme est l'une des grandes réussites que notre pays a fait. C'est l'une des grandes réussites-là. Et je crois que nous devons travailler à consolider cela. Nous devons travailler à consolider, quel que soit le régime qui viendra dans 50 ans. C'est très important parce que s'il n'y a pas de stabilité politique, si on continue d'avoir des marchandages, parce que vous savez pourquoi on est allé là, il y avait une multitude de partis politiques, vous ne l'avez pas oublié. Le BR, par exemple, est constitué de plus de 100 anciens partis politiques. D'autres sont constitués environ la même chose. Donc il y avait plus de 500 partis politiques dans ce pays. Mais ces partis-là sont localisés dans des villages, dans des arrondissements, dans des départements. Ça ne favorise pas l'unité nationale. Et ça ne permet même pas à ce que ces partis-là
gagne les élections, surtout les élections présidentielles. Il fallait fédérer les efforts. Il fallait fédérer ces différents petits partis pour constituer de grands ensembles véritablement représentatifs. Et c'est ce qui s'est passé à travers la réforme du système partisan. Et aujourd'hui, nous avons un nombre quand même limité. Ce n'est pas de limiter les partis politiques qui est le problème, mais faire en sorte que ces partis contribuent réellement, n'est-ce pas, au mieux-être des communautés à la base, contribuent au développement donc, de notre pays, notre cher pays, le Bénin. Oui. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Vous allez voir que de plus en plus, les gens commencent par proposer des projets de société qui puissent attirer les populations. Avant, il n'y avait pas ça. D'accord. Alors, Joseph Anani, vous dites la réforme du système partisan vise l'objectif de réduire sensiblement, n'est-ce pas, le nombre de partis politiques. On est passé de plus de 200 partis à aujourd'hui moins d'une vingtaine. La transhumance également, la réduction était visée à travers la naissance de la réforme du système partisan, mais on continue de noter des déménagements d'un parti politique à un autre. Est-ce qu'on a vraiment réussi? Est-ce qu'on a réussi à corriger les choses? L'objectif de la réforme, ce n'est pas exclusivement de limiter ou d'empêcher la transhumance. Non. Mais ça faisait partie des mots-clés, des actions fortes à corriger dans bien sûr, ça participe à cette correction-là. Vous allez voir, les résultats sont déjà là, nous les constatons. Mais d'ici 10 ans encore, vous verrez. Quand la réforme va rentrer dans sa phase active, bon, je ne dis pas que ce n'est pas là, c'est-à-dire... Ça va prendre sa vitesse. Vous voulez dire qu'on n'a pas encore suffisamment éprouvé la réforme du système? Parce que les gens continuent de se chercher encore. Quand quelqu'un cherche un positionnement, quelque part, il ne trouve pas, il va tenter d'aller négocier de l'autre côté pour voir s'il peut mieux se positionner. Avec le critère de 10% pour valider donc, les résultats, quand on aura participé à une dizaine d'élections comme ça, les gens comprendront que il faut mieux pour eux de se stabiliser dans un parti, de travailler là pour convaincre et avoir la chance d'être positionné par le parti et de gagner, d'avoir ce qu'ils souhaitent. D'accord. Donc c'est fondamental. Parce que du jour au lendemain, les gens changent de position, comme vous le dites, c'est humain. La réforme n'a pas pour objectif d'empêcher cela. Oui. Mais ça, tel que ça s'est fait, ça contribue à limiter cette transhumance-là que nous tous nous déplorons. Alors, vous avez parlé de remobilisation et là nous allons terminer avec ce second volet de notre débat. Alors c'est un mot qui est lancé, un mot d'ordre qui est lancé ce samedi 9 septembre au Palais des Congrès par le BR. Quel timing vous vous êtes donné pour évaluer, pour voir si finalement tout le monde est venu pour mettre la main à la pâte et que tous ceux qui étaient en train de évoluer en rang dispersé sont véritablement là pour que le bloc soit suffisamment fort? Oui, le bloc, les recommandations du Congrès sont que le bureau exécutif national poursuive donc l'installation des structures décentralisées surtout, c'est-à-dire que les bureaux, les instances du parti au niveau circonscription, ce que nous appelons la fédération, au niveau de chaque circonscription, il y a un bureau à la tête donc, de la circonscription électorale pour la députation, que nous appelons la fédération. Au niveau des communes, il y a les sous-comités, il y a les comités, et au niveau des arrondissements, des sous-comités, les cellules dans les villages et quartiers. Donc, le Congrès nous a lancé afin qu'on puisse parachever ce travail-là qui a démarré depuis longtemps, mais qui jusque-là n'a pas terminé. Quand nous sommes véritablement représentés à tous les échelons, et que les instructions sont données, et que chacun, dans la position où il se trouve, dans l'espace où il se trouve, contribue, n'est-ce pas, à étendre les standards donc, du parti, vous comprendrez que le parti va avoir beaucoup plus d'ancrage sur l'ensemble du territoire national. Et donc, au terme d'un an, parce que par exemple, le bureau politique, c'est contrôler l'action du bureau exécutif, et le bureau politique se réunit tous les 6 mois. Il peut y avoir des sessions extraordinaires du bureau politique. Donc, à ces moments-là, le bureau politique apprécie le travail, l'avancement de nos activités conformément à ce que le Congrès a recommandé. Donc, le contrôle se trouve à ce niveau-là. Également, tous les 2 ans, nous pouvons nous retrouver au niveau du Conseil national. Le Conseil national, également, que l'instance beaucoup plus élargie, regarde pour voir ce que le Congrès a dit, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, pourquoi ce n'est pas fait. Et donc, l'évaluation est continue. On continue l'évaluation, c'est à tous les niveaux que l'évaluation se fait. Il n'y a pas forcément un moment T
pour pouvoir dire, voilà, on veut aujourd'hui évaluer, voir ce qui est fait, ce qui reste à faire. C'est à tout moment que nous faisons ces évaluations-là. D'accord, on vous aura compris. Troisième axe de cette émission, on va aller plus en profondeur des échanges que vous avez eu au Congrès. On a vu au thème du Congrès une déclaration qui a été lue pour soutenir le chef de l'État qui est au pouvoir actuellement. Dans quel esprit cette déclaration a été faite? Vous savez que le Bloc républicain est un parti qui, aux côtés donc, du président Patrice Talon, Oui. travaille pour le bien-être, Oui. n'est-ce pas, des Béninois à la base. Oui. Nous sommes donc un parti de la mouvance présidentielle. À ce titre, nous nous retrouvons aisément dans tout ce qui se fait au niveau donc, de l'État, au niveau central de l'État. Et mieux, je voudrais vous rappeler qu'en 2021, à la veille des élections présidentielles, le Bloc républicain a réussi à faire passer certains donc, de ses objectifs dans le projet de société du candidat d'alors, le candidat Patrice Talon. À partir de ce moment, nous nous retrouvons aisément dans ce qui se passe, dans ce qui se fait, et nous devons multiplier nos ardeurs, encourager davantage le chef de l'État, parce que vous savez, être à ce niveau, si vous n'avez pas suffisamment le courage, rapidement vous allez débrancher. Oui. Parce que vous recevez la pression de tous les côtés, même si c'est une bonne chose. Parce que la bonne chose que vous faites, certains trouvent que ça va contre leurs intérêts. Il ne faut pas que le président débranche. Il faut qu'il continue dans cette lancée-là pour répondre donc, aux aspirations profondes des Béninois à la base. Les gens veulent de l'eau, les gens veulent des routes, les gens veulent des écoles bien faites. Donc il faut qu'il continue dans la mise en œuvre du PAG que nous connaissons. Oui. Vous voyez? Donc, c'est au soir donc, de 2026, tout cela sera évalué. Si c'est évalué, que ce n'est pas mention très bien, ce ne serait pas bien pour le Bloc républicain. Était-il vraiment nécessaire de faire une déclaration? Ce n'est pas une façon de défoncer une porte déjà ouverte. Tout le monde sait que le Bloc républicain soutient le chef de l'État. Ou bien vous pensez que le président Patrice Talon lui-même n'est pas convaincu de votre soutien? Vous savez, c'est très important, même si vous avez votre femme, même si elle sait que vous l'aimez, il faut lui dire ça. Ma chérie, je vous aime. J'aime être avec vous. J'aime travailler à tes côtés. Il faut l'encourager. Ça donne encore du tonus. Ça donne du tonus là où la personne pouvait ralentir. Donc, elle fonce. Je crois que c'est très important du point de vue politique. C'est très, très important. Et je crois que le Bloc républicain, à toutes les occasions, se permettra donc ce plaisir-là. On peut espérer encore d'autres déclarations, vous voulez dire? Bien sûr, avec le temps, ça peut venir. Ça peut venir à tout moment. Alors, quels sont les autres grands points des échanges du congrès d'hier? Oui, les autres grands points, on a retenu que, il a dit tantôt, que le président et ses vice-présidents sont élus par le congrès. Par le congrès, vous l'avez dit. Connaissant déjà les membres du bureau politique qui sont désignés ex-qualité, les membres du bureau politique se réunissent pour élire en leur sein le bureau exécutif national. Oui, on a déjà parlé de ça au début. Quels sont les autres, quels sont les autres points forts de vos échanges? On voudrait bien savoir. Oui, on l'a dit. Ça dit que les choses se sont limitées juste au toilettage des tests. Et si c'est le cas, je m'en vais vous poser cette question de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises, n'est-ce pas, une fois qu'il y a toute cette masse qui intègre les différents bureaux de votre parti. Quel est le travail qui est fait pour éviter les questions de leadership, la guerre des leaderships au sein du parti? Le Bloc républicain a des tests, nous avons des règlements intérieurs et le fonctionnement de chaque instance est bien défini. À partir de ce moment, si vous vous retrouvez dans une instance, vous savez ce qui vous attend. Donc, le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Souvent, là où il y a des problèmes, c'est à la veille des élections. Les collisions ne manquent pas souvent. Oui, mais au sein d'une même maison, avec vos enfants, il peut arriver que vous piétinez quelqu'un. Mais il faut prendre la grandeur d'esprit pour pouvoir présenter vos excuses si vous trouvez que vous avez tort pour continuer. Donc, nous sommes ensemble et il y aura de petits problèmes. Mais ces problèmes-là, les instances sont désignées. Par exemple, nous avons le Haut Conseil des sages. Pour qu'en cas de petits problèmes, ce Haut Conseil des sages se saisisse de cela pour entendre les personnalités qui sont en disgrâce entre elles et pouvoir
faire entendre raison à qui de droit pour que la cohésion revienne au sein de l'équipe. Donc toutes les instances existent au niveau du bloc républicain pour permettre à ce que tout se passe comme nous l'avons souhaité. D'accord. On va revenir un peu sur ce qui est fait concernant les femmes. Le bloc républicain prône qu'il est un parti également des femmes qui pense aux femmes. Vous avez localisé les femmes à un certain nombre, à un certain niveau au sein du bureau. Quel est le pourcentage concrètement des femmes, du positionnement des femmes au sein du bureau politique? Je peux vous dire que nous sommes allés au-delà des 30% que les tests exigent au niveau du bloc républicain. C'est ça. Nous sommes allés au-delà. Et vous allez voir que parmi les membres du bureau politique, il a été mentionné clairement dans nos statuts que les suppléantes aux députés élus sont d'office membres du bureau politique. Ce qui n'est pas forcément le cas au niveau des suppléants des députés et hommes. C'est ce que je veux dire. C'est ça. Donc, alors, c'est des discriminations au Japon, c'est pas un autre mot, positif comme ça, pour pouvoir encourager nos enfants, filles, nos mères, nos sœurs, à ce qu'elles militent davantage. Vous savez, elles apportent des contributions de qualité. J'ai eu le plaisir de travailler avec nos mamans au sein du comité préparatoire. Si vous voyez leurs contributions, elles sont de qualité. Donc c'est très important que nous puissions les encourager à ce qu'elles soient au niveau des décisions qu'il faut pour pouvoir donner toujours le meilleur d'elles-mêmes. Alors, M. Joseph Anani, est-ce que vos points de discussion ont porté sur la stratégie de communication du parti Bloc républicain? S'il y a un procès qu'on fait à ce parti, c'est de rester parfois trop silencieux sur des questions d'actualité. Voilà un parti qui se prononce très difficilement sur les questions d'actualité. Voilà un parti dans lequel on a de difficultés à avoir des personnes ressources pour se prononcer sur un certain nombre de sujets. Il faut toujours recourir, je dirais, un peu plus haut, et ça, en tout cas, une forme de lourdeur en termes de communication. Quelle est votre réaction? Dans une équipe, dans une organisation, s'il n'y a pas la discipline, ça ne marche pas. Il ne faut pas laisser libre cours à qui veut de dire ce qu'il pense. Non, le parti a sa ligne directrice. Et par rapport à ça, chacun de nous doit, n'est-ce pas, respecter cette ligne-là. Les instances qui sont habilitées à se prononcer sur certaines questions existent. Maintenant, si vous avez des préoccupations à votre niveau, mais ces mêmes instances se prononcent ces mêmes instances, M. Anani, se prononcent difficilement et très rarement. Elles se sont toujours parfois elles ne se prononcent même pas. C'est le rythme que vous auriez souhaité que vous n'avez peut-être pas. Elles se prononcent, évidemment. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais à chaque niveau, le bloc républicain donc se prononce. Vous allez voir à travers vos organes, on vous invite pour nos manifestations, à travers la presse. On ne peut pas vous dire le nombre de coups de fil que nous passons pour avoir un invité sur une émission. Et dès que vous appelez, et c'est général à tous les partis politiques aujourd'hui, on vous dit attention, il faut que j'ai l'aval de mon parti, il faut que j'ai... Et on ne l'a finalement pas. Des fois, on espère qu'au moins quand on contacte le parti, on puisse nous envoyer la personne la plus adaptée, ayant les capacités qu'il faut pour venir répondre aux questions. Bien sûr, vous êtes une équipe, nous sommes un groupe organisé. On ne fait pas ce qu'on veut. Mais vous, journalistes, par exemple, je ne vous accuse pas, c'est votre métier, et vous le faites si bien. Mais si quand vous invitez quelqu'un qui a mandat sur un point donné, vous avez tendance à aller au-delà pour lui arracher ce que vous voulez. Et ça peut porter donc cette personnalité-là en disgrâce vis-à-vis du parti. Donc, quand le parti a sa ligne et que vous avez cette manie-là de vouloir arracher des mots aux gens, et quand il répond, vous placez... On l'a déjà fait sur cette émission, à votre avis? Pas du tout. On est resté dans le cadre. Oui, je ne parle pas forcément de vous ici maintenant. D'accord. Vous voyez, c'est ce qui se passe généralement que je suis en train de rapporter. Voyez-vous? Donc, pour ça, les gens, quand ils n'ont pas l'autorisation des responsables habilités par le parti pour jouer ce rôle, et il est normal qu'ils se retirent. D'accord, ça aurait pu faire plaisir si on avait sur le plateau l'ancien ministre Arif Bako, puisque c'est lui qui est désormais le vice-président chargé de la formation de l'école du parti du bloc républicain. Je m'en vais vous poser la question, est-ce que l'école qui forme les militants au sein de ce parti, est-ce que cette école-là existe concrètement? Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on prend également en compte ce volet communication?
Oui, vous avez le plaisir de recevoir ici le professeur Ifari Bako. Il se fera le plaisir donc de venir répondre à vos préoccupations. Mais je vous dis, quand on parle de l'école du parti, ce n'est pas forcément les 4 murs. Hein? C'est des moments d'échange, de formation, donc sur des thématiques bien définies que le parti fait à l'endroit donc de ses militants. Et en cela, ça se fait régulièrement. Ça se fait aussi bien à l'intention des députés, à l'intention des maires, à l'intention des responsables, à des structures, au niveau des structures. Ça se fait régulièrement et à chaque instant. Donc, ne voyez pas forcément, l'école, c'est ce que nous aurions souhaité avoir. Construire un siège de cette école-là, nous aurions souhaité, nous travaillons à cela, mobiliser les ressources pour le faire. Mais pour le moment, quand bien même que nous n'avons pas des infrastructures déjà érigées, donc le travail qu'incombe donc dans la responsabilité et comme, n'est-ce pas, au professeur Ifari Bako, se fait régulièrement. Allez, nous allons maintenant aborder le dernier axe de nos discussions. Puisque le temps passe vite. Oui, le temps passe si vite. On a moins de 20 minutes actuellement. Au nombre des recommandations, moi, je m'attendais par exemple à ce que vous prononcez plus amplement sur la position du BR en ce qui concerne la crise qui secoue la sous-région. Et en interne, on a des difficultés actuellement. Juste à côté de nous, il ne se passe de jour que sans qu'on voit disons, des gens s'aligner, la crise du gaz, si je peux l'exprimer ainsi en griffes. Il n'y a pas le gaz, la vie chère, les problèmes au niveau de la frontière qui est fermée avec le Niger, ainsi de suite. Vous êtes resté absent un peu sur ces sujets-là. C'est stratégique ou vous ne voulez pas toucher à, disons, à une patate chaude? Non, pas du tout. Vous savez, nous ne sommes jamais cachés la face. Le bloc républicain est clair. Sa position est sans embâche. Le bloc républicain condamne ce qui s'est passé, dont vous faites allusion, au niveau de notre pays frère du Niger, avec qui le Bénin a beaucoup donc, de partenariats, de coopération. Nous condamnons ça avec la dernière rigueur. Alors, nous soutenons la position des chefs d'État de la sous-région de l'institution CEDEAO, qui consiste à donner la priorité aux voies diplomatiques, donner la priorité aux voies diplomatiques pour régler la crise qui a lieu actuellement au Niger. Mais ils n'excluent pas d'autres possibilités, mais ils ont donné la priorité. Le bloc républicain soutient cela et encourage nos chefs d'État à y aller. Parce que vous savez, notre pays, le Bénin, a son histoire. Nous avons opté pour la démocratie. Le système qui permet donc d'aller au pouvoir. C'est par les urnes qu'il faut aller gérer le pouvoir d'État. Et quand un pays comme le nôtre exerce cela, hein, et que tout le peuple adhère, et qu'à côté, même si on avance des raisons peut-être légitimes, je dis peut-être légitimes, oui, ce n'est pas encouragé de dire aller que quelqu'un, parce que lui il est formé, on a utilisé les moyens donc de l'État pour les former, qui prennent les armes du pays et que braquent pour dire voilà, maintenant je deviens le président de la République. Ce n'est pas encouragé. Oui. C'est déplorable ce qui est arrivé. Mais il faut trouver les solutions par voie diplomatique et le bloc républicain a souligné que les chefs d'État sont à pied d'œuvre en cela et ils ont martelé cela à différents moments. Mais les gens ne s'attardent que sur des terminologies qui n'ont pas d'importance. D'accord. Donc, les chefs d'État, qui a intérêt pour que la sous-région s'embrase? Oui, mais en termes de communication, c'est important. Lorsque on entend un chef de l'État qui sort des mots, c'est assez important. Quand vous dites que des terminologies sans importance et tout, si peut-être vous, en tant que politique, vous le dites, on peut comprendre dans une certaine mesure. Mais là, lorsque le premier citoyen d'un État prononce ces mots, ça devient encore plus sérieux. Ça a toute une autre portée. Vous avez peut-être raison. Mais s'il n'y a pas la stabilité politique, comment est-ce qu'on peut faire face aux préoccupations légitimes des communautés à la base, les gens qui ont besoin de route, de l'eau? Comment est-ce qu'on peut répondre à ça si on n'a pas la quiétude
D'accord. Alors, M. Joseph Anani, quand on tient un congrès, c'est vrai, c'est pour se pencher sur la santé d'un parti, c'est pour se pencher sur l'avenir du parti, c'est également pour voir dans quelle mesure cette rencontre va dans l'intérêt des militants. Voilà qu'on tient donc un congrès hier et qu'on ne pense pas sur, on ne pense pas au panier de la ménagère, comme le disait Franck Arounou. On sait la fermeture des frontières, l'effet que cela produit, n'est-ce pas, sur, dans la poche des hommes et femmes dans les ménages, mais le parti Bloc républicain tient un congrès et ne tient pas un discours à l'endroit de ses militants concernant cette réalité que ces militants vivent, puisque les mêmes militants fréquentent les mêmes marchés. Oui, oui, vous savez, vous avez entendu la motion de soutien au chef de l'État, oui, qui a parlé donc de la mise en œuvre effective donc du PAG, donc 2021-2025. Oui. Mais dans le PAG, il y a toute une panoplie de choses qui sont prévues. Et ça avait pris en compte, la fermeture des frontières et autres, et les difficultés que nous vivons. À côté de Canal 3 ici, chaque jour, il y a des lignes, il y a des lignes, des affrontements au niveau de la situation, de la station, juste pour avoir une bouteille de gaz. C'est des réalités qui ne sont pas forcément prévues. Et vous le savez, nous avions quitté Covid-19. À peine on commence par être soulagé qu'il y a eu le problème à l'Ukraine. Donc la guerre russo-ukrainienne. Ouais. Et là, on finit pas, quand à côté de nous encore, il y a un problème, sans oublier l'insécurité qui a lieu actuellement dans le pays, parlant donc des terroristes. Donc il y a toutes ces réalités-là qui font que ce qui est planifié pour être réalisé ne peut pas être fait de façon linéaire. Voyez-vous? Mais par contre, le gouvernement s'échine, malgré tout ça, le Bloc républicain a fait sa motion de soutien pour dire, malgré tout ça, nous devons œuvrer. Le chef de l'État va œuvrer donc, avec ce gouvernement pour que ce qui est promu, n'est-ce pas, aux populations soit effectivement réalisé. À l'effet de soulager ces mêmes populations. Absolument. Alors, dans une de vos prises de parole, vous avez parlé de discipline de groupe. Vous envisagez également 2026, nous l'avons dit tout à l'heure. Mais en termes de discipline de groupe, comment on comprend quand le parti Bloc républicain n'a pas encore désigné officiellement son candidat pour 2026 et au sein de votre parti, un des militants ou un des membres, pour ne pas le nommé, se proclame déjà lui-même candidat pour 2026. La discipline de groupe se trouve où? Non, je crois que ce que vous dites, pour le moment, pour le parti, ce débat n'est pas forcément à l'ordre du jour, même si on y réfléchit. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. C'est de l'oxymore. C'est le panier donc, de la ménagère. C'est actuellement, vous voyez, quand vous allez à Malanvie, il y a des problèmes d'inondation. Quand vous allez à Thiémé, c'est la quiétude là-bas, les gens, c'est la peur là-bas. Oui. Les gens s'attendent parce que le fleuve est totalement déjà... Et que le débordement peut créer beaucoup d'ennuis. À tout moment, n'importe quelle heure, ces préoccupations-là. Alors que les parents s'échinent pour pouvoir trouver les moyens, acheter donc des fournitures pour leurs enfants. Oui. Et il y a ça qui s'ajoute. Quand il y a tous ces problèmes, on ne peut pas, il faut procéder par priorité. À moins de 3 ans, n'est-ce pas, commencer par courir pour dire, on veut, non. Mais nous sommes sur un terrain politique, hein. On va pas rester les bras croisés. Pour le parti, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Des individus qui se préparent à cela peuvent s'organiser, mais le parti est tranquille. Est-ce que vous avez vu une déclaration d'un représentant du parti, à quelque niveau que ce soit, dire que voilà la position du parti? Vous n'allez pas entendre ça. Donc, des individus qui peuvent prendre des initiatives. Donc, il y a, pourvu qu'on respecte nos textes. Si vous prenez des initiatives qui ne violent pas nos textes fondamentaux, il n'y a pas de problème, vous êtes libre. Donc, c'est cela. Donc, vous n'allez pas voir quelqu'un du Bloc républicain qui, du Bloc républicain, s'est porté pour dire qu'il est candidat. Vous n'allez pas voir ça. Le mécanisme existe. Les modalités pour être candidat au niveau du Bloc républicain existent. Et donc, jusque-là, vous n'allez pas entendre quelqu'un dire qu'il est candidat et qu'il est véritablement militant du Bloc républicain. Je ne pense pas. Pour 2026, dites-nous, pour qui penche le Bloc républicain? Est-ce que ça se discute déjà? Mais je vous dis tout à l'heure que ce n'est pas le sujet. Nous réfléchissons. Vous allez pas une priorité, mais vous y pensez quand même. Bien sûr, nous pensons parce que vous avez dit, nous sommes là pour conquérir et exercer le pouvoir. Si on n'y pense pas, c'est grave. Mais le sujet qui sera là, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Qu'est-ce que nous allons faire pour satisfaire nos communautés aujourd'hui, pour satisfaire les populations aujourd'hui, pour que demain, en levant notre toit, les gens puissent dire, oui, on les a vus faire,
on peut toujours continuer à avoir confiance en eux. C'est de ça qu'il y a un congrès qui est prévu pour ça. Il y a des rencontres prévues pour ça. On n'a pas besoin d'aller au congrès pour ça. Il y a d'autres mécanismes. Les modalités de désignation des candidats existent au niveau du bloc républicain. Et ça, le moment opportun, on va enclencher donc le mécanisme et ça va se faire. Vous aurez le temps donc de nous accompagner en cela. Oui, vous savez que même si les réformes du chef de l'État sont salutaires et visent, disons, un futur radieux pour le Bénin, elles sont parfois un peu trop dures à supporter. Et cela fait que les arguments que vous devez utiliser sur le terrain en temps d'élection, ces arguments-là manquent de poids. Alors, comment faites-vous pour capitaliser tout ce qui est réalisé aujourd'hui par le régime, par le chef de l'État, pour mieux avoir en face de vous des interlocuteurs que vous pourriez facilement convaincre pour 2026, parce que c'est vraiment un test grandeur nature, un test qu'on n'a jamais fait dans notre pays. Ce sera véritablement du lourd. Je vous remercie d'avoir reconnu que ce qui se fait actuellement est important. Vous savez, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a fait des réformes difficiles. Des réformes que d'aucuns auraient fuir. Courageusement, on a abordé cela. Et je crois que ça, c'est un terrain déblayé pour les présidents qui vont venir après, parce qu'ils n'auront plus à affronter ces questions sensibles et difficiles à la fois. Voyez-vous? Donc, c'est à encourager. Et je crois que nos compatriotes en tiendront également compte pour pouvoir donner de bonus aux candidats que nous aurions désignés en son temps. Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas rester tranquille et espérer trouver à manger. Ce n'est pas normal. Il faut travailler. Il faut travailler. Même dans les Écritures saintes, il est recommandé, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Donc, si vous le transpirez... Exactement. Donc, c'est pour cela que le président Patrice Talon a mis tout le peuple béninois au travail. Et si vous voulez comparer des régimes défunts récemment, vous auriez constaté que le gap est grand. Aujourd'hui, la jeunesse bouge aujourd'hui. La jeunesse va au travail. Et la jeunesse entreprend. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il ne faut plus attendre que le gâteau tombe et qu'on se mette à partager, comme on dit vulgairement, il faut partager le gâteau. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Il faut créer également les opportunités pour les jeunes, pour qu'ils puissent créer même des emplois. Au niveau du BE, quelle est la politique? C'est pourquoi. Ça reste la référence. Vous voyez, non? Donc, c'est des jamais vu, c'est du jamais vu. Mais au niveau du parti BR, quelle est la politique menée dans ce sens pour amener vos jeunes, les militants qui mouillent le maillot à la base, à pouvoir rapidement s'offrir, disons, une profession, à s'offrir des jobs, ainsi de suite. On ne dit pas de leur donner de l'argent. Au niveau du BR, il y a des orientations qui sont faites. Il y a des informations qui sont portées à l'attention des jeunes. Vous voyez? Donc, il y a des moments donc, de retrouvailles qu'on organise pour porter les informations de tout ce qui se fait, tout ce qui se projette à l'endroit des jeunes afin qu'ils puissent s'orienter. C'est très important. Parce que quand vous n'avez pas l'information, vous ne saurez pas quoi faire, vous ne saurez pas comment vous diriger pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, Joseph Anani, votre parti sans doute travaille à s'élargir davantage. Vous avez tenté un mariage avec le parti UDBN en son temps. Les choses ne se sont pas très bien passées. À l'heure actuelle, quel est le travail qui se fait pour davantage ouvrir le BR à bien d'autres partis qui souhaitent venir? L'adhésion au BR est d'abord individuelle. C'est ça. Individuelle. Et en cela, le BR, il travaille. Et les gens qui, voyant les responsables, les personnalités à la tête du parti, qui inspirent confiance, adhèrent au jour le jour. Au jour le jour, je vous le dis. Parce que quand vous allez sur le site du Bloc républicain, il n'y a pas ce jour-là où quelqu'un s'inscrit pour pouvoir adhérer au Bloc républicain. Vous n'allez pas peut-être entendre des communications où tel mouvement en bloc, tel parti en bloc adhère pour parler de fusion. C'est ça que vous n'entendez pas. Mais individuellement, les gens viennent au Bloc républicain. Est-ce qu'il y a en cours la fusion BR-UP? On l'a entendu sur les réseaux sociaux. Mais nous venons de quitter le congrès hier. Est-ce que vous avez entendu des déclarations allant dans ce sens? Nous sommes un parti, une part entière, et nous travaillons pour arracher le pouvoir d'État. Conserver ce que nous faisons déjà, et que ce soit le BR. Donc, personne ne va diriger ce pays prochainement sans le Bloc républicain. Allez, donc, un mot rapidement sur votre commune. Vous avez été longtemps maire de cette commune à Thiémé. Un mot rapidement pour terminer.
Bien sûr, vous voyez, la réforme a touché à tous les niveaux. À Atiémé, désormais, vous savez, là aussi, il y a le secrétaire exécutif donc, de la mairie qui est l'ordonnateur du budget, qui fait un bon travail. Mais je crois que c'est une réforme que beaucoup n'ont pas encore intégrée. Et il va falloir travailler afin que chacun soit imprégné donc, de l'esprit de ce que nous voulons. Qu'est-ce que Atiémé vend à un touriste, par exemple, peut vendre à un touriste aujourd'hui? À Atiémé, quand vous venez à Atiémé, vous avez le fleuve Mono. Hein, vous allez à notre berge là. On peut voguer sur le fleuve, c'est tout? Facilement. Il n'y a pas que ça. Il y a nos bas-fonds qui sont là. Est-ce qu'on peut manger de succulents à Atiémé? Bien sûr. Il y a le crin-crin que nous produisons en grand nombre. Oui. Il y a d'autres légumes. Il y a la banane que Atiémé produit suffisamment. Donc, Atiémé produit également, n'est-ce pas, le manioc. Il y a ces produits-là qui existent. Et quels sont les besoins d'Atiémé à l'heure actuelle? Oui, les besoins d'aménagement. Oui. Parce que, vous voyez, l'inondation est devenue cyclique. Ça commence à décourager les producteurs. Chaque année, avant l'inondation, c'est une fois tous les 10 ans, c'est une fois peut-être tous les 5 ans. Mais depuis environ 11 ans, c'est chaque année il y a inondation. Ça fait que la programmation, la planification devient difficile. L'espace se rétrécit parce que l'eau occupe une bonne partie de l'espace. Donc, et Atiémé en cela a besoin donc de la maîtrise d'eau, afin que le trop-plein d'eau qui est là puisse servir en des périodes de sécheresse pour pouvoir produire, pour pouvoir cultiver, donc, et que nous ayons des produits agricoles pour mettre sur les marchés. Allez, l'exercice aura duré 1 heure environ avec Joseph Amavi Anani. Il est le vice-président chargé des affaires administratives et électorales au sein du bureau exécutif national du Bloc républicain. Au menu de cette émission, les tenants et aboutissants du congrès extraordinaire tenu ce 9 septembre. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce numéro de Zone Franche de ce dimanche. Joseph Amavi Anani, merci d'avoir été des nôtres. Et bon retour à Atiémé. Merci également à toute l'équipe de réalisation. Merci à Wahab Ali Para qui m'a accompagné sur cette émission. À très bientôt. Vous connaissez les canaux de rediffusion de cette émission. À dimanche prochain.